Au Nigeria, la situation reste précaire. À Lagos, 48 heures après la sanglante répression des manifestants, plus de 50 personnes ont perdu la vie selon Amnesty International. Le président Buhari a tenu ce jeudi un conseil de défense. Au Ghana, au moins 17 personnes ont été tuées dans l'effondrement d'une église située dans l'Est. Les fidèles participaient à un office religieux. Plusieurs personnes manquent encore à l'appel. Et puis aux États-Unis, Donald Trump et la colistière de Joe Biden, Kamala Harris, étaient en Caroline du Nord, un état clé pour un meeting. L'élection présidentielle est prévue pour le 3 novembre prochain. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. La situation reste précaire à Lagos, au Nigeria, après la cinglante répression des manifestants il y a 48 heures. Prison centrale de l'État incendiée, coup de feu. Et puis rue des Aides, la mégapole de 20 millions d'habitants fait face depuis quelques jours à de violentes contestations. Reportage. Depuis le début de la contestation de la jeunesse nigériane, il y a 2 semaines, contre les violences policières, au moins 56 personnes sont décédées dans les manifestations selon Amnesty International. Mardi soir, l'armée et la police ont tiré à balles réelles sur des manifestants pacifiques, faisant au moins 12 morts et des centaines de blessés dans 2 rassemblements distincts à Lagos selon l'organisation. Ces fusillades ont provoqué la colère de très nombreux Nigériens et l'indignation à l'étranger. Après ces tueries, des violences et des affrontements entre jeunes et forces de l'ordre ont éclaté mercredi dans plusieurs quartiers de Lagos, en dépit d'un couvre-feu imposé depuis mardi dans la ville de 20 millions d'habitants. Jeudi midi, des volutes de fumée noire s'élevaient au-dessus de la prison centrale de Lagos à Ikoyi, un quartier aisé de la capitale. Plusieurs coups de feu ont également été entendus. En milieu d'après-midi, la situation s'était calmée et semblait sous contrôle selon des témoins. Au total, une vingtaine de bâtiments publics, plusieurs postes de police, les sièges d'une station de télévision et de l'autorité portuaire ou encore un terminal de bus ont été incendiés ces derniers jours. Depuis la répression des manifestations, le président Muhammadu Buhari ne s'est pas exprimé. Il a tenu ce jeudi après-midi un conseil national de défense avec son ministre de la Défense et le chef de la police selon un communiqué. La communauté internationale s'est indignée après les tueries de mardi. Un échec, c'est ainsi que l'opposition ivoirienne qualifie la mission de la médiation ouest-africaine dans la crise de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Les opposants se disent aussi ouverts à une médiation internationale. Les explications. La mission de la CEDEAO en Côte d'Ivoire, après avoir rencontré les différents acteurs, a exhorté les candidats à la présidentielle du PDCI et du FPI à reconsidérer sérieusement la décision de boycotter l'élection et l'appel à leurs partisans à se lancer dans la désobéissance civile pour protester contre le processus électoral. L'opposition a été invitée à œuvrer de façon sérieuse pour parvenir à un consensus sur le processus électoral. Les partis de l'opposition jugent d'échec la médiation de la mission ouest-africaine. Contrairement à nos aspirations, à nos attentes, que la CEDEAO pourrait nous permettre d'avancer, cette mission a marqué une sorte d'impuissance face aux revendications de l'opposition, et une sorte d'impuissance à amener le gouvernement, le chef de l'État et sa coalition politique à faire des concessions. Nous réitérons notre disponibilité et notre ouverture à la négociation et à la facilitation internationale et voulons réaffirmer que nous ne serons ouverts à ces négociations que dans un cadre de facilitation internationale. Pascal Affinguessan a appelé ses militants à rester actifs dans la désobéissance civile en vue de la présidentielle du 31 octobre et a insisté qu'elle doit s'intensifier de façon pacifique suite aux violences qui secouent le pays ces derniers jours.
Et en bref, et en image à présent, après un séjour médical aux Émirats Arabes Unis, l'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta, renversé mi-août dernier par un coup d'État militaire, est arrivé donc ce mercredi soir à Bamako, la capitale de son pays. Son départ à l'étranger pour des soins avait donc été envisagé peu après sa chute, à la suite, selon ses médecins, d'un accident vasculaire cérébral. Les militaires avaient donc expliqué avoir donc autorisé son évacuation sanitaire pour des raisons humanitaires, pour une durée maximum n'excédant donc pas un mois, un délai extensible uniquement sur avis médical et qui ne pourrait donc pas excéder 3 mois, auquel cas le suivi médical se fera donc au Mali. Il faut rappeler que sous pression de la communauté internationale, les auteurs du putsch se sont donc engagés à rendre le pouvoir aux civils à l'issue de 18 mois. En Guinée-Conakry à présent, le pays attend les résultats de la présidentielle de ce dimanche. Le Conakry a donc vécu ce mercredi une escalade de violence post-électorale qui ont donc fait 9 morts pour le moment, pendant que le leader de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, s'est donc déclaré vainqueur au lendemain du scrutin. Tout en exprimant donc sur ces troubles post-électoraux, le ministre de la Sécurité a affirmé que le gouvernement retient des informations sur d'autres actes pour donc éviter d'attiser les violences. Écoutons ses explications. 4 corps à Conakry, 4 corps de victimes d'armes à feu ont été déposés dans les morgues de l'hôpital de Donka et de Ignazdine. 1 mort par arme blanche et 2 autres par arme à feu calibre 12 ont été enregistrés à Kissidougou. Là, on vient de m'annoncer qu'à Koya, un citoyen de la localité a été abattu au calibre 12. Un policier a été lynché à mort à Bambeto et un autre poignardé à la cimenterie. Ces jours ne sont pas en danger pour le moment et plusieurs autres agents des forces de l'ordre ont été blessés, certains grièvement. Je dois signaler que ces agents, notamment les 2 qui ont été grièvement blessés et l'autre qui est mort, ils étaient totalement dépourvus d'armes létales. S'agissant du domicile de M. Cellou Dalein Diallo, c'est pour des raisons de sécurité, de part et d'autre, qu'un dispositif est mis en place. Et la suite des événements vous en donnera sans doute plus, mais je ne souhaite pas m'étendre sur cette partie-là, parce que la situation est suffisamment tendue pour ne pas rajouter des informations qui pourraient exacerber les tensions. Je dois dire qu'il existe d'autres actes qui sont en train d'être menés actuellement sur le territoire national, que nous retenons volontairement, justement par responsabilité, pour ne pas attiser les violences, et notamment les violences communautaires. Et toujours en Guinée, le leader de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, a appelé ses partisans à continuer le combat jusqu'à la victoire, je le cite. Il a lancé cet appel après s'être déclaré vainqueur d'une élection à fort enjeu, avant donc l'annonce des résultats officiels par l'institution habilitée. Maintenant, il s'agit pour nous tous de lutter pour préserver, pour défendre notre victoire. Et vous savez qu'elle est menacée par Alpha Condé, qui n'a pas eu d'électeurs, mais qui a une armée de fraudeurs. Ils ont transformé les suffrages que vous avez exprimés en notre faveur en faveur de Alpha Condé. Nous ne devons pas l'accepter. Vous vous battez déjà de façon héroïque à Conakry et à l'intérieur du pays. Malgré la répression sauvage, malgré les arrestations arbitraires, malgré les intimidations, le combat est héroïque et il sera inévitablement victorieux. Je voudrais saisir cette opportunité pour appeler nos compatriotes, membres des forces de défense et de sécurité, pour qu'ils fassent preuve de retenue, qu'ils se rappellent que leur mission, c'est de protéger les Guinéens, tous les Guinéens, quelle que soit leur appartenance politique. Mes chers compatriotes, je compte sur vous pour continuer le combat jusqu'à la victoire. En attendant, je suis prisonnier. Je vous adresse ce message de chez moi, certes, mais entièrement séquestré. Au Ghana, un drame a frappé la communauté d'une église évangélique. En plein office religieux, le bâtiment abritant les fidèles s'est effondré. On dénombre pour le 17 morts et des blessés graves. Plus d'une 60aine de personnes étaient réunies pour
pour une messe lorsque cette église évangélique de 3 étages située dans la ville de Hakiem Batabi à l'est s'est effondrée selon un survivant interrogé par un média local. Nous nous reposions dans l'église lorsqu'une partie du bâtiment s'est écroulée, a raconté un fidèle. On a commencé à courir, certains ont réussi à s'échapper mais d'autres sont restés coincés, a-t-il ajouté. Au moins 17 personnes ont péri et des dizaines d'autres manquent encore à l'appel, ont annoncé jeudi les autorités locales. 8 personnes ont été sorties vivantes des décombres. Nous envoyons d'autres pelles pour déblayer les gravats. Nous craignons que plusieurs personnes ne soient encore coincées en dessous, a précisé le responsable national des opérations de secours. Les personnes secourues ont été transportées dans des hôpitaux, a affirmé le gouverneur de la région orientale. Nous n'avons aucune idée du nombre de personnes qui pourraient encore être coincées, mais la mission de secours continue, a-t-il ajouté. Les causes de l'accident n'ont pas encore été établies. Aux États-Unis à présent, à 13 jours de la présidentielle américaine, Donald Trump était en Caroline du Nord, un état clé de cette élection. Lors de meetings de campagne, il a dit donc retrouver sur place des démocrates un peu nerveux. Et pendant ce temps, Kamala Harris, qui est donc la colistière de son challenger Joe Biden, était aussi dans le même état à Charlotte, en Caroline du Nord. Elle a qualifié donc le président Donald Trump de raciste. Donald Trump continuait de sillonner les États-Unis à la veille du dernier débat très attendu entre les deux candidats, alors que Joe Biden n'avait, pour le 3e jour consécutif, rien à son programme public. Un contraste frappant et rare si près de l'échéance. Le candidat démocrate retrouvera Donald Trump jeudi soir pour leur dernier duel télévisé à Nashville, dans le Tennessee. Leur premier débat, fin septembre, avait tourné au pugilat. Et rien n'indique que le ton sera cette fois-ci moins agressif. Le républicain a accentué ses attaques personnelles contre son adversaire. Il martèle depuis plusieurs semaines, sans éléments concrets à l'appui, que la famille Biden est une entreprise criminelle. Quant à la colistière de Joe Biden, Kamala Harris, elle continue sa campagne en Caroline du Nord et s'est à nouveau attaquée à la gestion du Covid-19 par Donald Trump, qu'elle qualifie de raciste. En 13 jours, vous voyez ce qui se passe. Vous voyez, il commence à être un peu nerveux. Vous savez, les démocrates, tous ces gens avec qui nous avons eu affaire, ils commencent à être un peu nerveux, n'est-ce pas? Sleepy Joe Biden has handed control of his party. Joe Biden, l'endormi, a confié le contrôle de son parti à des socialistes, des communistes, des marxistes et des extrémistes de gauche, et ceux-ci sont remplis de haine, de venin et de rage. We know Donald Trump. Nous savons que Donald Trump était informé de la nature du coronavirus dès le 28 janvier. Vous imaginez si on avait su le 28 janvier ce qu'on sait aujourd'hui? Pouvez-vous imaginer comment vous, en tant que parent ou propriétaire d'une petite entreprise, auriez pu vous préparer votre famille, les personnes qui comptent sur vous? Your family, the people who rely on you. L'ancien président américain Barack Obama a appelé mercredi les démocrates à ne pas faire preuve de complaisance et à se mobiliser en masse pour permettre à Joe Biden de l'emporter face à Donald Trump le 3 novembre. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.